C'était ça aussi l'avantage de cette liste, c'est qu'on ne doit pas acheter du neuf, parce que ça pour nous c'est vraiment une ineptie. Alors je ne dis pas qu'on n'achète jamais un petit vêtement neuf, mais voilà, la démarche en tout cas est premièrement de récup et deuxièmement de réemploi si on ne sait pas le récupérer. Bienvenue dans Éco-Conso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. Pour ce deuxième épisode au sujet des générations Éco-Conso, on s'intéresse à l'équipement de puériculture et aux listes de naissance. Cap sur Liège! On sera d'abord accueillis par Florence et Nathan, qui nous parleront des listes de naissance de leurs enfants, qui contiennent principalement des cadeaux d'expérience ou de seconde main. On a discuté de la difficulté de transmettre ces valeurs à ses proches, du prêt, de l'allocation et du réemploi. Nous avons aussi évoqué ensemble la charge mentale engendrée par cette recherche constante de matériel et de sa répartition homme-femme en général. En deuxième partie de podcast, on se rendra au Baby Bar de Liège, un lieu très chaleureux qui accueille plusieurs initiatives pour les familles, dont le Baby Souk, qui loue du matériel de puériculture aux jeunes parents. Génération Éco-Conso, c'est parti! Épisode 2. Bienvenue dans le chaleureux foyer liégeois de Florence et Nathan. On est accueillis également par Roman, le fils de Florence qui a 12 ans. Florence et Nathan ont eu 2 filles, Mia, 2 ans, et Lily, 7 mois. Ensemble, ils forment une jolie famille recomposée qui s'adonne à beaucoup d'initiatives d'éco-consommation. On prend place à la table de la cuisine. Il est temps qu'ils nous partagent leur histoire. Bonjour Florence, bonjour Nathan. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce podcast. Comment a démarré votre intérêt pour l'éco-consommation ? Je pense que ça a commencé déjà à la naissance de Roman, donc il y a 12 ans, où je me suis interrogée sur l'utilisation des couches lavables. Ça, je crois que c'était un des premiers pas que j'ai franchi en termes d'éco-consommation. C'était pas encore très très répandu à l'époque, donc il me semble que c'est la première action que j'ai menée en ce sens, oui. Moi, en fait, ce qui m'a fait franchir plusieurs pas d'un coup, je pense, c'est le fait de connaître Florence, parce que avant de se connaître, donc moi, je suis étudiant et je vivais en coloc à Angleur. C'est comme si ma conscience de ces choses-là dépendait de celle de Florence un peu au départ, quoi. C'est pas très féministe, ça. Non, c'est pas très féministe, c'est sûr. Mais c'est vrai que du fait que je travaille dans le développement durable, les choses se sont accélérées aussi parce que le domaine professionnel a rejoint le privé et donc il y a eu une sorte d'alignement aussi au sein de la famille et du ménage sur toutes sortes de choses, parce que j'ai pris conscience de plus en plus de choses en augmentant mes connaissances sur le sujet, et du coup, voilà, on a vraiment réfléchi à ce qu'on était capable de faire à différents niveaux. Ben ça, c'est notre Boxy Farms qui arrive. Oui, voilà. Ça aussi, c'est une de nos actions, gagner du temps de qualité tout en pouvant être fourni en produits locaux, bio. Et c'est une facilité au niveau temps pour la préparation des repas, puisqu'on ne doit pas réfléchir à ce qu'on va faire et à comment le faire. À la naissance de vos enfants, vous avez fait des listes de naissance à chaque fois. Est-ce que ça a évolué entre Roman et Mia et Lily ? Est-ce que peut-être, Florence, tu peux nous expliquer, vu que ça a commencé par toi ? Oui, Roman, à vrai dire, je me souviens plus du tout. Je pense qu'on avait utilisé la méthode traditionnelle d'une liste en magasin. Et puis c'est vrai qu'on s'était posé la question pour les filles, est-ce qu'on va faire une liste de naissance ? Et puis on a fait le choix d'en faire une quand même pour chacune d'entre elles, mais d'en choisir vraiment la forme.
Et donc, voilà, on a préféré utiliser une plateforme libre qui s'appelle Cadologue, qui permet de ne pas devoir acheter dans un seul et même lieu et qui permet aussi d'être plus flexible sur ce qu'on propose comme article sur la liste. Et donc voilà, ça c'était déjà un plus d'utiliser cette plateforme pour faire le choix d'un article par-ci, par-là. Et alors la démarche est un peu différente parce que on proposait alors aux gens d'acheter sur le site et c'est nous qui nous chargions de réaliser les achats ou de dépenser l'argent par nous-mêmes. Donc c'est vrai que pour certaines personnes c'est compliqué parce qu'ils aiment avoir encore le cadeau en main et le donner. Et donc voilà. Et le contenu des listes de naissance a évolué? On l'a regardé tout à l'heure et il y a une différence entre la liste pour Mia et celle de Lily. Enfin, il y a tout un tas de matériel qu'on avait sur la liste de naissance pour Mia qui était plus nécessaire de se procurer pour Lily, quoi. Donc sur les deux listes, déjà, on a différentes choses, dont des choses de type service ou expérience. On a quelqu'un qu'on connaît dans notre entourage qui a un salon de massage ici tout près dans le quartier et qui elle-même nous a offert du coup une expérience de massage dans notre liste de naissance. Et ça, c'est vrai que, enfin, du coup, dans notre liste de naissance, on a vraiment intégré. Tu le disais tantôt, c'était quoi Mais idée? disons, les articles profitent aux À la enfants, qualité de vie à la générale du ménage, quoi. Oui, c'est ça, et de manière indirecte aux enfants, mais parfois les articles sont orientés vers le grand frère, des livres pour le grand frère, ou un massage, ou voilà, du temps bien-être pour les parents, parce que ça nous permet du coup après d'être orientés vers les enfants de manière optimale. Et donc effectivement, il n'y a pas que des articles pour le bébé sur la liste de naissance. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve plus sur la liste de Lily, parce que tout ce qui est matériel, en fait, pour la plupart, on a déjà, quoi. Je me souviens plus ce qui nous restait comme matériel pour Lily, mais il y avait vraiment plus grand-chose. Non, c'est vrai qu'au niveau matériel, il y avait quasi plus rien, et en tout cas, ce qui restait était d'office proposé en deuxième main. C'était ça aussi l'avantage de cette liste, c'est qu'on ne doit pas acheter du neuf, parce que ça, pour nous, c'est vraiment une ineptie. Alors, je ne dis pas qu'on n'achète jamais un petit vêtement neuf, mais voilà, la démarche, en tout cas, est premièrement de récup et deuxièmement de réemploi si on ne sait pas le récupérer. Je dois dire que Florence, à ce niveau-là, passe des heures à acheter, à vendre des produits de manière à ce qu'il y ait un cycle qui se forme au niveau du matériel qu'on a, quoi, et qu'on n'ait pas à jeter, quoi, et qu'on n'ait pas à acheter en première main. Et est-ce qu'il y avait quand même une ou deux choses de première main? En première main, on avait notamment acheté un protège-carnet de santé avec un souhait que ça soit une créatrice, une couturière en local qui le fabrique. On avait commandé des bavoirs qui ont été réalisés par l'atelier des sans-papiers à Liège. Et donc, de la même manière, on a pu choisir le patron, le format du bavoir. On a fait des plus petits, des moyens, des grands. On a pu choisir la couleur, le bord, les pressions plutôt que les scratchs. Enfin voilà, c'était vraiment personnalisé. Et en même temps, ben, on sait que cet argent-là sert vraiment pour des personnes sur le terrain. Donc, Comment les listes ont été accueillies par votre entourage? bah bien, franchement, on n'a pas eu de commentaires particuliers. On avait mis un petit texte pour chacune des listes où on expliquait notre démarche. Voilà, on a expliqué que c'était vraiment une idée de passer du temps de qualité ensemble en famille et que donc pour ça, on proposait différents articles qui n'étaient pas toujours matériels, que quand c'était matériel, c'était de la seconde main, que ça nous convenait, que c'était vers ça qu'on voulait aller.
Non, bah, je pense même qu'il y a des gens qui étaient surpris de notre liste et qui trouvaient qu'elle était chouette, quoi. Enfin, il me semble qu'on a eu des retours comme ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont dit, oh waouh, ça me parle, j'aurais envie de faire une liste de ce type-là. Nathan disait que tu passais parfois des heures sur Internet à chiner la bonne affaire. Est-ce que c'est un poids pour toi? C'est vrai que c'est chronophage, mais quelque part, enfin, j'intègre ça dans la vie quotidienne. C'est pas un poids dans le sens où c'est devenu une habitude et c'est même un peu chouette, je trouve, de prendre le temps de chercher ce qui nous convient vraiment parce que quand on l'obtient, on est vraiment content d'avoir une réponse précise à notre besoin. Mais c'est dans l'autre sens aussi, c'est aussi se débarrasser du matériel dont on n'a plus besoin et avoir une certaine fluidité dans le quotidien. Ici, on avait deux grandes étagères qui prenaient énormément de place. Bah voilà, j'ai le réflexe de prendre une photo, je les mets sur Internet et puis en quelques jours, elles sont parties et tout d'un coup, on profite de l'espace et voilà, en fait, je suis constamment dans cette démarche de tri, de dématérialisation, voilà, de fluidité de l'espace et de se retrouver un peu juste tous ensemble, quoi. Vers un minimalisme. Je sais pas si on saurait, jusque-là. Franchement, minimalisme, on en est loin, je crois. Oui, ça se voit, mais idéalement, oui, mais je dois dire que on accumule un peu malgré nous. Allez, je regarde les doudous qu'il y a dans le parc de Lily, là, juste en face de nous. Ben, on n'a rien acheté. Ce sont des choses que les gens offrent malgré la liste de naissance. Quand les gens viennent dire bonjour ou peu importe s'il y a une occasion ou pas, ils offrent une peluche, un hochet. C'est ça qui est le plus difficile, en fait, c'est que nous, on a beau avoir une démarche voilà, qui correspond à des valeurs spécifiques, on sait jamais vraiment faire quelque chose face voilà, des proches qui ont leur propre logique et leurs propres habitudes de consommation et qui vont pas forcément aller dans notre sens, quoi, parce que c'est vrai que pour eux, c'est... Ben, on n'impose pas notre mode de vie aux autres. Donc, c'est vrai, quand on nous pose la question, tiens, j'achèterais bien ça, on dit, ah ben non, en fait, nous, on va plutôt à la bibliothèque que d'acheter tout plein de livres tout le temps. Enfin, voilà, avec cet argent-là, ils pourraient se louer plein de livres pendant toute une année juste pour l'achat d'un livre. Enfin, voilà. Quand on nous pose la question, on réaffirme nos valeurs et notre démarche. Mais quand on nous pose pas la question et qu'on arrive avec un objet, bah, évidemment, voilà. Et parfois, cet objet traîne et parfois, il est vite redirigé. Et du coup, vous n'aviez pas envisagé de ne pas faire de liste? En fait, moi, la démarche, c'est ce que j'expliquais à Nathan, c'est que si on fait pas de liste, selon moi, c'est pire encore parce que les gens achètent alors vraiment complètement en dehors de toute démarche. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est mieux d'afficher nos valeurs et notre démarche dans une liste avec une petite communication et vraiment des articles précis ou des services qu'on veut plutôt que de laisser les gens dans le vague, alors chacun fait à sa sauce, et ça, on était sûr d'être à côté de la plaque, quoi. Donc vous avez acheté pas mal de choses en seconde main. Vous les achetez où? Principalement sur Marketplace, pour des meubles, par exemple, une commode. Aussi sur Vinted, pour des vêtements. Ça, c'est le principal. Voilà, alors il y a aussi des magasins de vêtements au niveau local. On est allé chez Born Open, on va chez Ballon Rouge à Liège. Enfin, voilà, c'est un petit peu suivant où on est. On ne se déplace pas spécialement pour ça, mais... Est-ce qu'il y a des choses que vous avez louées? Au niveau médical, en tout cas, on a loué un tire-lait et un aérosol à la mutuelle. Et d'autre part, on a découvert un chouette service de prêt de matériel qui est relié au Baby Bar à Liège, qui s'appelle le Baby Souk.
Voilà, donc on a fait appel à ce service-là. C'est vraiment une démarche intéressante où ils proposent toutes sortes de matériel de puériculture. Et donc on peut avoir autant un t-shirt d'allaitement que un manteau pour porter bébé en écharpe, qu'un parc. On a aussi loué pour une période très courte une poussette canne double parce que les cousins venaient et que voilà, on avait ce souvenir d'enfance aussi de se balader en poussette canne et donc le Baby Souk nous a prêté une poussette canne pour le temps d'un week-end. Est-ce que vous avez vu un impact de la démarche sur votre budget? Je ne sais pas comment on pourrait le mesurer. Le premier point, c'est que c'est pas à visée économique. C'est indirectement, c'est un impact indirect, mais on se dit pas, tiens, on va le faire parce qu'on économise de l'argent, mais c'est un impact indirect. Mais du coup, oui, on connaît la valeur d'achat. Ouais, mais je pense clairement que y a des choses, enfin je veux dire les tables à langer, on les aurait pas achetées à 600 balles quoi. Oui, c'est ça. En fait, on ne les aurait juste pas achetées neuves. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez eu du mal à trouver en seconde main ou Bah, la commode, hein. La commode, ça a pris énormément de temps parce que je voulais un modèle vraiment particulier qu'on ne fait plus en fait. Et notamment parce que avec nos couches lavables, on accroche des poubelles sur le côté. Donc on a un petit bac avec des lingettes, on accroche nos poubelles. Et je voulais vraiment avoir un bord qui soit sur le long de la commode, vraiment qui soit sur l'arrière et les côtés. Et alors, j'aimais le modèle avec la table allongée qui est rallongée par l'arrière et non pas par l'avant. C'est des choses qui prennent parfois un peu plus de temps que quand on prend ce qu'on nous propose dans les magasins à l'heure actuelle. Ouais. Mais il y a plus de satisfaction. Et vous échangez aussi des jeux avec des amis ou vous allez à la ludothèque ou des choses comme ça? Bah, les jeux c'est beaucoup avec les cousins, hein. Avec ta sœur. Et on s'échange quand même souvent des trucs encore ici, ils étaient ici ce week-end et on leur disait vous reprendriez bien la voiture et enfin une petite voiture rouge qu'on a ici pour les enfants et, et, enfin bon Nico donc le compagnon d'Aurore qui est la sœur de Florence nous disait ah ben vous reprendriez bien la tente parce qu'ils ont une petite tente mais bon qui prend un peu de place etc donc enfin c'est à la fois il n'y a pas uniquement enfin on fait tourner les jeux mais aussi parce que parfois on a envie de s'en débarrasser parce que ça prend de la place mais donc ça avec les cousins on fait beaucoup. C'est vraiment important en fait dans la fluidité du quotidien que tous les objets qu'on voit et qui occupent l'espace soient utilisés. Ça c'est vraiment une règle importante chez nous. Vous le disiez au début, vous êtes dans une démarche globale éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites d'autre dans votre quotidien dans ce sens-là? Bah, Florence l'a mentionné, il y a les toilettes sèches et je trouve que ça c'est quand même quelque chose qui est un peu particulier dans notre maison parce qu'on n'a plus une seule toilette à l'eau et ça, enfin voilà, ça surprend souvent les gens, que ce soit des amis, la famille qui vient, ça intrigue. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ou qui connaissent de nom, donc voilà. Oui, donc il y a les toilettes sèches, il y a au niveau de l'alimentation, on achète uniquement bio local. Notre mobilité n'est pas spécialement exemplaire. On a une seule voiture pour tout le ménage. Quand on peut, on fait des trajets en vélo. On a un vélo chacun, vélo, trottinette. Est-ce que, pour revenir plus sur la liste de naissance et l'équipement, il y a des choses que vous referiez autrement? C'est sûr que me rendre compte tout ce que ça demande et toute la charge que ça demande à Florence, voilà quoi, ça fait prendre conscience de quelque chose et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu faire à deux ou que j'aurais dû moi prendre plus en charge pour décharger Florence. Je pense que s'il y a encore une chose à travailler sur ce genre de choses, c'est vraiment peut-être les inégalités hommes-femmes, voilà, dans le couple hétéro qu'on est, quoi. Ça, c'est vraiment
voilà, il y a du travail sur ce genre de choses encore, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau écologie, je pense qu'on est bon. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui hésitent à faire ce genre de liste? Qui aurait tendance peut-être à faire une liste plus classique, vous voulez dire quelque part, il n'y a rien à perdre, hein, enfin, je veux dire. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que des avantages à faire ce qu'on a fait, en fait, mais... Il n'y a pas toujours une réflexion à la base, donc déjà se poser la question, tiens, quels sont mes besoins réels? Mais c'est vrai que ça demande une démarche sur chaque article, de se dire, tiens, est-ce que ça va trouver la place dans mon quotidien? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Si oui, est-ce que je souhaite vraiment l'avoir en première main? Est-ce que c'est vraiment important pour moi et pour mon enfant que ça soit du neuf? Je trouve que d'avoir les connaissances sur ce que ça implique en termes d'enjeux écologiques, c'est compliqué. Mais juste faire confiance sur le fait que d'avoir des habitudes de récup, de réemploi, d'économie circulaire, c'est important, même si on ne maîtrise pas tout ce que ça implique, d'être convaincu qu'avec ça, on est dans le bon et on agit déjà pour soi et pour l'autre et pour demain. On a profité de la présence de Roman, le fils de Florence, pour lui demander comment il vivait le fait d'avoir des parents très penchés sur l'éco-consommation. Ça change pas grand-chose en fait, c'est juste que c'est mieux. On se dit pas vraiment « Ah, moi j'ai ça, tant mieux, et toi t'as pas ça », c'est pas... Je suis en 6e, on fait plus ça quoi, ça c'est les mecs de 3 ans qui font ça. Et quand tes copains ou tes copines viennent et qu'ils voient les toilettes sèches? Ah ça c'est bizarre. Genre chaque fois ils sont en mode ouais comment on fait, je comprends pas. Bah, ils ont pas l'habitude quoi. Genre c'est comme si je les influençais sur ce qu'il y a ici, qui disent ouais punaise c'est vraiment bien. En fait on va faire la même chose quoi. Merci à toute votre famille pour votre accueil et votre partage. On reste sur Liège et on rejoint le Baby Bar. Ma collègue Anne y a fait la rencontre de Caroline et Valérie. Sur les conseils de Florence et Nathan, on a pris contact avec le Baby Bar. Dès qu'on pousse la porte, on est accueilli par des rires d'enfants et les bonjours des parents. Le Baby Bar est un projet éco-citoyen de soutien à la parentalité. C'est avant tout un lieu de rencontre par et pour les familles. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est surtout le Baby Souk, leur service de prêt et de location de matériel de puériculture. Pour en parler, on a rendez-vous avec Valérie, la fondatrice et coordinatrice du Baby Bar, et Caroline, qui gère, entre autres, le Baby Souk. Merci de nous recevoir ici au Baby Bar. En quelques mots, est-ce que vous pourriez me dire c'est quoi le Baby Bar et c'est quoi le Baby Souk? Le Baby Bar, c'est un projet de parents pour d'autres parents dont l'objectif premier et qui reste tout à fait central est la prévention et la lutte contre l'isolement des futurs et surtout jeunes parents, avec un pourcentage évidemment très important de mères parmi ces parents. Le Baby Souk rejoint toute une série de projets du Baby Bar qui va dans le sens de solidarité entre les parents et de promouvoir le recyclage, l'économie circulaire et le réemploi et de permettre à des personnes qui ne peuvent pas forcément se procurer du matériel de qualité de pouvoir le faire à travers le Baby Souk qui propose un modèle prêt ou location selon les possibilités de chacun. Comment est né le projet du Baby Bar? Alors, le projet du Baby Bar est né comme la suite tout à fait logique d'une tranche de vie. Je suis devenue mère en 2011 et j'ai découvert la ville de Liège, donc une grande ville avec un taux de précarité, de pauvreté, de monoparentalité assez élevé. Je l'ai trouvé relativement dépourvu de réponse aux besoins de certains jeunes parents. Donc je me suis
interroger. J'ai commencé à interroger les parents et les familles que je croisais pour voir comment eux se débrouillaient pour répondre à leurs problèmes, à leurs besoins. Voilà. Et puis voilà, l'initiative est née relativement vite et relativement facilement. Il existe des baby-tech, notamment à Bruxelles. En quoi est-ce que vous vous sentez à la fois dans la lignée de ces projets et différent? Ce qui nous distingue surtout, c'est que nous, on ne va pas proposer un catalogue. On veut partir des besoins réels des parents. Quand on a une liste d'objets, on a tendance à se dire « Ah mais oui, il faut que j'essaye absolument ça ». Et on oublie l'essentiel de ce dont on a besoin. Et donc on préfère dire « On va partir d'une base de 5 articles que vous choisissez ». On peut évidemment aller au-delà par des suppléments de 3 articles supplémentaires à la fois. La durée, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous distingue, c'est-à-dire que nous, on va partir du principe que les parents gardent le matériel le temps nécessaire. On ne vient pas avec du matériel qui est loué pour une période de 3 mois ou 6 mois. Voilà, on se tient au courant, on vérifie si les parents ont toujours besoin du matériel, on les encourage plutôt à emprunter ce dont ils ont besoin là, maintenant, tout de suite, ramener au fur et à mesure ce dont ils n'ont plus besoin pour emprunter le matériel suivant qui correspond à l'évolution de l'enfant et des besoins. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous distinguent ou nous... de toute façon, on va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on souhaite aller vers une responsabilisation de consommation du matériel, que ce soit les Babytech de Bruxelles ou nous. Et nous visons, je pense que là on se rejoint aussi, j'imagine, ça, je ne sais pas vraiment répondre à la question, mais le public, c'est clair qu'on va privilégier, l'idée de départ est de pouvoir dépanner les parents qui ont peut-être moins les moyens, mais on reste ouvert à tous parce que là clairement on a une série de personnes vraiment défavorisées ou alors des personnes qui sont vraiment sensibles à la consommation, à la transition écologique et qui font une partie de liste de naissance en seconde main et puis prennent du matériel complémentaire. Et voilà, c'est des personnes qui sont parfois plus aisées mais qui adhèrent vraiment au projet et du coup parfois ont du matériel qu'elles ont obtenu autrement par ailleurs et nous fondons par la suite en ramenant le matériel emprunté et nous disent tiens, au passage je trouve ça vraiment super que ce soit possible, j'avais un tire-lait électrique qu'on m'avait offert, je vous le donne parce que je n'en ai plus besoin. Oui, il y a ces deux profils de familles qui sont dans la nécessité économique et puis d'autres qui sont dans le choix politique et philosophique et on répond dans notre fonctionnement, en fait, voilà, l'approche est la même pour les différents profils. Mais je pense qu'un point peut-être de spécificité ici du Baby Souk, c'est qu'il s'insère réellement dans un projet beaucoup plus vaste et donc il n'y a pratiquement pas de location ou d'utilisation du service du Baby Souk au sens strict sans participation au projet global. Donc en parallèle du Baby Souk, on a par exemple des ateliers de portage, d'initiation au portage, auxquels les parents louant un système de portage vont aller s'inscrire, ou c'est nous qui proposons. Le Baby Souk, il a ses propres limites. Il ne répond pas à toutes les demandes, il ne répond pas à tous les besoins. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi une spécificité, c'est qu'on n'a pas, pour ce Baby Souk, comme pour aucun autre volet, mais un plan financier comme les autres, peut-être Babytech, ont dû mettre en place, parce que c'est un projet qui se finançait. Voilà, nous, c'est vraiment, à la limite, voilà, il y a un besoin. On cherche de manière très pratique et efficace à y répondre. Et puis la question des moyens, elle suit. Elle est rarement préalable. Voilà, on est vraiment dans l'urgence
du quotidien et dans l'urgence, des réponses à trouver aux besoins des parents. Est-ce que vous diriez que le baby-souk a une visée plutôt économique, écologique, sociale, le tout? Sans hésiter, le tout. C'est là qu'on peut citer le slogan, non, le leitmotiv du baby-souk qui est moins consommé, moins dépensé, mieux s'équiper. Donc là, vous avez voilà, les 3 éléments, je pense, en un slogan. Ça dit tout. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais votre approche est aussi sociale. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer aussi en quoi cette approche sociale se traduit dans les activités du baby-souk? Par exemple au niveau des tarifs ou des types de publics ou des choses comme ça? Oui, on pratique des tarifs qu'on appelle solidaires, à la fois pour nos ateliers et pour le baby-souk. C'est-à-dire que selon comment on se perçoit, donc on doit nous justifier de rien du tout, mais soit on a un tarif plein qui est de 30 € par an pour 5 articles. Si on se sent en difficulté financière, eh bien, on passe à 15 € pour ces 5 articles-là pour l'année. Et si, voilà, on est en médiation de dette, on a un revenu d'intégration sociale au CPAS, si la famille n'a aucun revenu, eh bien là, c'est gratuit. On demande quand même 5 € d'adhésion si les personnes savent le mettre une seule fois. Voilà, mais tout ça se discute en fonction de la réalité de chacun. D'où vient le matériel prêté au baby-souk? Ce sont des dons ou... Oui, c'est ça, principalement des dons de familles qui connaissent le baby bar ou qui voient sur les réseaux sociaux qu'on recherche du matériel. Alors en fait, on avait fait un premier appel aux dons qui a moyennement marché, mais par contre, on a fait un deuxième appel aux dons pendant le confinement. Et là, comme tout le monde était en mode je trie toutes mes affaires, là par contre, on a eu beaucoup de réponses et beaucoup de matériel qui a été donné. Et en parallèle, comme lors du premier appel aux dons, on avait eu moins de matériel, on avait obtenu un peu de matériel de la part de l'assistance à l'enfance avec un prix réduit sur certains articles qui nous manquaient. Et puis oui, parfois il nous arrive d'acheter, c'est plus rare, mais alors en seconde main. Si on rentre un petit peu dans la pratique de la location pour un parent, si un parent veut louer au baby-souk, comment ça fonctionne en pratique? Vous disiez qu'il n'y a pas de liste, alors comment ça se passe? Alors on a un formulaire en ligne, donc ça c'est une des options, hein, quand on n'a pas de problème avec l'informatique. En général, les parents passent par cette voie-là. On a via le site internet accès à un formulaire en ligne avec quand même quelques exemples de matériel que nous avons en stock. Il coche, il nous peut noter en commentaire ce dont il a besoin, et puis je reprends contact alors avec les familles pour voir de quoi la personne a besoin réellement, et plus concrètement. Et sinon, soit les personnes nous téléphonent ou poussent la porte en disant voilà, j'ai entendu parler du baby-souk, de quoi il s'agit, qu'y a-t-il à disposition, et alors là on peut expliquer, mais le tout de partir d'un échange avec les familles. Et quel genre d'article est-ce qu'on peut louer chez vous? Alors ça va de la poussette évolutive, l'écharpe de portage, le tire-lait manuel ou électrique, lit, parc, transat, Chaise chaise haute, je cherche le nom en fait. Le baby-cook. Oui. Vêtements de grossesse, vêtements d'allaitement. Et on a un projet également à venir de pouvoir faire des sacs à lire et à jouer avec lesquels les parents pourraient partir avec la découverte de livres et de jeux pour être dans la relation avec son enfant, dans la découverte d'autres choses comme type de lecture ou comme type de jeu. Est-ce qu'il y a des articles qui ont plus de succès que d'autres, qui sont plus recherchés? Alors on nous demande surtout des tire-laits électriques et des babyphones en ce moment. Et c'est vrai que là on tombe un peu à court, donc je fais un appel aux dons sur le sujet. Alors étonnamment, non, peut-être pas tant que ça, on nous demande régulièrement, et là on ne sait pas vraiment y répondre, poussettes doubles pour des enfants qui se suivent en âge.
Parfois, il faut y songer aussi, mais des porte-bébés pour des familles qui habitent dans des logements sociaux et qui n'ont pas le droit de laisser une poussette au rez-de-chaussée et qui habitent parfois au 3e, au 4e avec un enfant en bas âge. Et donc, on commence à recevoir aussi ce genre de demande, voilà. Est-ce qu'il y a des articles, vous avez l'impression, qui se prêtent plus à la location et d'autres moins? Alors, les sièges auto, c'est toujours le truc un peu plus touchy, je dirais, parce que il faut vraiment s'assurer de l'État, de suivre les normes. On essaye de connaître l'historique et c'est plus délicat. Le Baby Souk est né juste avant le confinement. Du coup, le projet redémarre seulement maintenant. Combien de familles y font déjà appel et comment est-ce que le projet est reçu par les familles? Alors, actuellement, on a environ une vingtaine de familles qui ont du matériel du Baby Souk dans leur foyer. L'idée de pouvoir répondre quand même à une 50aine de familles par an, ça c'est un objectif qu'on s'est mis au départ. Est-ce que vous avez senti un besoin, une demande pour un service de location? Face aux réseaux sociaux avec tous ces groupes d'appels aux dons, de j'ai besoin de ci, et alors subitement 3 personnes répondent. Je me suis interrogée, tiens, est-ce que ça va être compliqué pour les familles de se dire, mais c'est du matériel qui est mis en prêt, je dois le ramener, du coup ça me demande de le garder quand même en bon état, me souvenir que je dois le rendre après, est-ce que ça va compliquer la vie des familles? Mais finalement, ça va au-delà du simple prêt de matériel. Je pense que ce soit les personnes qui soient vraiment déjà dans une démarche écologique ou des personnes plus fragilisées, elles ont envie d'adhérer à un projet. Oui, elles viennent chercher du lien. La question du lien est vraiment centrale. Et on ne l'avait pas mesuré à la construction, à la réflexion première du projet. Enfin, je repense à cette expression d'une maman qui nous avait dit « Ah, mais quand même, au Baby Bar, vraiment, si je devais résumer en une phrase, c'est vous réhumaniser l'aventure parentale. » Et donc, moi, je me posais la question de comment on mesure le succès, justement, parce que vos questions touchaient un peu à ça. Comment mesure-t-on le succès du projet ? Voilà, clairement, à ce genre de témoignages, d'intuitions qu'on peut développer et qui sont difficilement mesurables. D'ailleurs, vous avez fait, il y a peu, un appel aux dons un peu particulier pour des kits de première nécessité pour les mamans solo. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, pour soutenir plus particulièrement les mamans solo, plutôt qu'avoir des articles par quantité limitée pour éviter la surconsommation, là, l'idée, c'est de dire, voilà, tout ce dont vous avez besoin, ne vous tracassez pas, prenez vraiment tout ce qui vous est nécessaire, on regarde ensemble, et l'idée, c'est vraiment de soulager les mamans solo dans leur recherche de matériel. Donc là, il n'y a pas de limite de nombre d'articles avec des quotas de prix. Maman solo dont la particularité est bien souvent un isolement accru, un manque de réseau familial, amical, relationnel, qui en général est le premier réseau pourvoyeur de matériel de puériculture. Quand les familles acceptent ou intègrent l'idée de ne pas acheter mais de louer, d'emprunter et de passer par la seconde main, en général c'est dans le réseau privé, c'est dans la sphère privée qu'on s'équipe. Une question un peu plus légère. Après ça, sans transition, est-ce que vous avez des anecdotes rigolotes ou des choses loufoques qui sont arrivées dans le cadre du Baby Souk ? Je pense à cette mamie qui a presque emmené de force son fils qui venait de se séparer de sa 3e compagne et donc avait besoin d'un peu de matériel de puériculture pour les plus petits. Qui lui a fait emprunter toute une série de choses, on a mis à son nom, et puis de temps en temps, c'est elle habite dans la rue et elle débarque en disant « Bon, mon fils, il a donc du matériel emprunté, et moi, je suis toute paniquée parce que je dois aller chercher les enfants à l'école demain midi, mais il me faut une poussette double. Notre poussette canne double nous sert bien pour cette mamie-là, parce que régulièrement, elle nous demande en catastrophe de l'aider, et c'est assez comique, parce que du coup, maintenant, chaque fois qu'elle est assez stressée, chaque fois que
voilà, qu'elle se pose une question, il a besoin d'une babysitter, elle débarque chez nous un peu en trombe comme ça. Les filles, vite, le nom d'une babysitter. Donc c'est assez comique cette mamie qui nous a intégrés dans son quotidien pour toute question. Un grand merci de nous avoir accueillis. Merci à vous. Merci à vous. Voilà qui clôture le second épisode d'Ecoconso et vous. Sur notre site ecoconso.be, vous trouverez plein d'infos sur le matériel de puériculture, un comparatif de prix entre les marques et les produits écolos, des adresses pour louer ou acheter du matériel de seconde main et des conseils pour choisir le matériel adéquat pour chaque aspect de la vie de bébé. On se retrouve au mois d'août pour un nouvel épisode. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. N'hésitez pas à continuer l'expérience en visitant notre site ecoconso.be/génération et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Instagram ou Twitter pour suivre nos actus et notre campagne Génération Ecoconso et échanger avec d'autres familles. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.